Donc, je vous propose maintenant de poursuivre avec Monica Volozine, donc, qui est universitaire, enseignante, chercheuse à l'Université de Savoie et qui va nous traiter de la question de l'optimisation des consommations d'énergie, Université de Savoie-Mont-Blanc, pardon, et qui va nous traiter de l'optimisation de la consommation des consommations d'énergie. Merci beaucoup, Monica, c'est à vous. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous aussi d'être là. Donc j'ai écouté déjà quelques présentations avant qui ont été passionnantes. Je vais essayer finalement je vais rappeler certaines choses qui ont déjà été dites et puis donner quelques exemples, peut-être quelques illustrations de certains points. Alors ma présentation ne sera certainement pas exhaustive, donc j'imagine que vous aurez peut-être d'autres idées aussi, d'autres points de vue là-dessus. Alors, il faut juste que je vois comment j'arrive à passer à la diapo suivante. Oui, ça marche. Alors, bon, ces graphes-là, il a déjà été montré et commenté plusieurs fois. Donc, c'est toujours sur notre stratégie nationale bas carbone. Alors, les seuls points qu'il faut regarder par rapport à nos idées d'aujourd'hui, c'est ce qui est encadré dans le rouge, c'est-à-dire c'est la place du bâtiment. Donc, on voit effectivement que la place du bâtiment, depuis les années 90, a diminué, mais de manière presque anecdotique. La production carbone a diminué de 3%, alors que dans les 35 ans à venir, elle devrait pratiquement passer à une valeur même négative. Donc, il y a vraiment un effort encore extrêmement important à faire. Les différentes solutions que proposent vos membres, sur lesquelles travaillent aussi les chercheurs, que ce soit dans mon laboratoire ou ailleurs, on a vraiment ces objectifs en vue. Alors, je veux rappeler encore un autre graphe dans mes introductions générales. Donc, le graphe de gauche, c'est l'utilisation de l'énergie dans le secteur du bâtiment. Donc, ce qu'on voit ici, c'est en particulier la partie en vert qui augmente, en vert clair, c'est-à-dire c'est la partie électrification. Comme ça a été dit, si on ne regarde pas uniquement les économies d'énergie, mais la partie carbone, cette portion électricité, elle devrait augmenter encore plus, tout en diminuant toute la partie finalement combustion, que ce soit par du gaz, du fuel, sans évoquer du charbon, qui n'existe heureusement pratiquement plus dans les bâtiments. Alors, en quoi ce graphe-là est intéressant? À nouveau, ça montre plusieurs choses. Une des choses, c'est que la partie usage spécifique, c'est quelque chose qui va avoir tendance plutôt à augmenter. Donc, finalement, les points sur lesquels il faut absolument qu'on travaille, c'est les points de confort, ceux qui ont été mentionnés, le chauffage, les refroidissements. Et comme on voit ici, entre 2010 et 2030, c'est-à-dire les parties bleues sur les graphes du milieu, pour l'instant, la majeure partie d'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, ça reste le confort, ça reste la chaleur. Donc, effectivement, c'est de moins en moins vrai dans des bâtiments neufs ou dans des bâtiments très rénovés, mais c'est encore une question qui reste importante dans les parcs actuels. Voilà, les autres chiffres ont déjà été dits également. Alors, là, aujourd'hui, sur les quelques slides que je vais vous présenter, je vais me concentrer un peu plus sur la phase exploitation-utilisation du bâtiment. Donc, ça a été rappelé aussi par plusieurs intervenants. Finalement, quand on parle du bilan carbone, on doit parler en cycle de vie. Comme disent les anglo-saxons, en fait, du berceau à la tombe. Donc, les différentes étapes et tous les matériaux de construction ou des matériaux d'équipement produisent à chaque moment de leur vie, on utilise de l'énergie, on utilise du carbone, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble du cycle. Pour l'instant, sur la majorité des constructions, on a quand même cette partie exploitation qui est, dans le monde du bâtiment, la partie prépondérante de son impact, qu'il soit énergétique ou carbone. Donc, effectivement, on espère que ça changera et dans les années futures, on va plutôt encore plus travailler sur les réemplois des matériaux, sur la fabrication des matériaux, parce qu'on espère que relativement, ces étapes de la vie du bâtiment deviendront de plus en plus importantes. Donc, sur les quelques exemples que je vais vous donner, ce sera les petites boîtes qui sont en bleu, donc sur le confort chaud et froid, sur les usages d'électricité spécifiques et sur la santé, qu'il ne faut pas oublier, parce que nous passons plus de 80% de notre vie à l'intérieur des bâtiments, donc on a envie à ce qu'ils contribuent aussi à notre santé et à notre bien-être.
Je vais évoquer aussi en perspective ce que j'ai appelé consommateur pour le bâtiment et pas uniquement pour chaque consommateur, comme ça a été rappelé aussi par quelqu'un juste avant. Et la petite maison que vous voyez, je vous l'ai rappelé aussi tout à l'heure, c'est une maison qui est située d'ailleurs en Alsace, qui est une maison qui appartient à un projet comme EPOS, qui a été terminé il y a quelques mois et qui a été donc géré par les CEA. Et l'idée, c'était vraiment de construire, d'avoir plusieurs exemples des bâtiments, des maisons individuelles à énergie positive pour monsieur tout le monde, donc pour montrer que c'est quelque chose qui peut être fait, que les industriels, que les académiques peuvent travailler ensemble pour avoir vraiment des exemples concrets de la transition qui est en marche. Alors, d'abord, encore quelques graphes un peu plus anciens. Donc ça, je pense que c'est des choses dont vous avez aussi entendu parler. C'est-à-dire, on a beaucoup déjà de solutions, certaines qui sont faites par vos membres, des solutions technologiques et techniques qui existent. Et il faut de plus en plus qu'on aille chercher, qu'on aille interroger les sciences humaines et sociales et qu'on regarde effectivement les effets que les économistes connaissent bien, comme l'effet rebond, par exemple, qui est ici. C'est-à-dire que, par exemple, si on améliore l'isolation du bâtiment de 2 fois, on ne va pas forcément réduire sa consommation pour le chauffage par 2, parce que les gens vont avoir besoin de plus de confort, etc. Donc, c'est la même chose ici sur les graphes de droite. C'est aussi des études qui ont été faites il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Chaque couleur représente un lotissement avec des maisons pratiquement identiques et chaque barre de couleur représente la consommation énergétique d'une maison particulière. Donc, en fait, surtout, ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a une très, très forte dispersion de l'utilisation de l'énergie pour le même type de construction en fonction des personnes qui l'occupent, donc en fonction de l'usage de l'énergie dedans. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'on peut avoir toutes les techniques qu'on veut, mais il faut aussi travailler avec les gens, il faut réussir à faire des solutions qui soient, enfin, si on peut dire ça, acceptées par les usagers. Alors, là, c'est un autre exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup des différentes courbes. Alors, qu'est-ce que je vous montrais ici? Ça, c'est un exemple qui était fait par simulation, donc pour prédire le comportement thermique d'une maison individuelle qui est non climatisée l'été, pour voir quelle est la dispersion finalement de température qu'on peut avoir à l'intérieur qui va être liée à différentes actions de l'occupant. Donc, ce que vous voyez sur le graphe de gauche, dans l'ellipse rouge, ici, finalement, sur cet exemple particulier, on a plus de 8 degrés d'écart entre un comportement le plus éco-responsable et le comportement de quelqu'un qui ne cherche pas forcément des économies d'énergie. Donc, 8 degrés, c'est-à-dire entre ici 25 degrés et 38, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement significatif. D'accord. Donc après, la simulation, les différents modèles nous permettent aussi de voir quels sont les impacts, quelles sont les actions qui vont avoir le plus d'impact. Donc ici, il y avait par exemple la surventilation nocturne, donc l'ouverture de fenêtres, et aussi l'action de fermer les volets quand il y a trop d'apport solaire. Donc c'est des choses, je pense aussi, qui nous parlent à tous, en tant qu'utilisateurs des bâtiments. Donc ça veut dire que dans tous ces différents équipements qu'on fait pour les bâtiments, on peut aussi produire des équipements qui sont finalement très simples, qui vont permettre d'ouvrir les fenêtres, qui vont permettre de piloter les protections solaires pour effectivement avoir le plus de solutions passives et les moins consommatrices de l'énergie. Sur cette diapo, c'est aussi des mesures qui ont été faites dans le cadre du projet Comepos. Donc là, la partie orange et la partie verte, c'est des mesures de CO2. Donc, c'est des mesures de confinement finalement dans les chambres, donc dans la chambre parentale et dans la chambre des enfants, dans une maison. Alors, ce n'est pas cette maison qui est sur la photo, c'était une autre maison qui était faite dans une autre région. Et là, en fait, ce que je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on voit très bien 2 périodes. On a une période où les capteurs sont systématiquement saturés à 2500 ppm et on voit ensuite donc une pause, il n'y a rien du tout. Et puis ensuite, une deuxième partie des mesures où finalement, les capteurs montrent des valeurs qui sont tout à fait acceptables, qui sont qui ne dépassent pas 1500 voire 1000 ppm, qui sont à peu près des limites que nous souhaitons effectivement avoir dans notre air intérieur. Donc, on se pose toujours la question, bien sûr, pourquoi, voilà, au début, on n'y arrivait pas, et puis maintenant, on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Donc là, typiquement, il y avait une adaptation des systèmes de ventilation, parce que dans la première partie, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément bien. Donc ensuite, il y a un système de ventilation qui est asservi au CO2, qui a permis d'obtenir des résultats qui sont très, très intéressants.
et également une prise de conscience des occupants à nouveau qui ont amélioré encore le cas, parce qu'on voit très bien qu'il y a un creux l'été, parce que l'été, les gens ouvrent plus la fenêtre, donc il y a moins de problèmes de pollution à l'intérieur. Alors, j'ai remis la petite icône aussi du coronavirus, qu'on connaît maintenant tous très, très bien, pour dire aussi que peut-être avec cette crise sanitaire, on se pose la question encore différemment sur le temps que nous passons dans le bâtiment et sur les exigences sanitaires que nous imposons en particulier à nos systèmes de ventilation. Donc, tout ça, ça m'amène à dire aussi que dans les utilisations futures de l'énergie, il y a une chose sur laquelle on a encore assez peu travaillé, c'est la ventilation. Donc, on a parlé tout à l'heure des différentes réglementations énergétiques qui changent effectivement régulièrement toutes les quelques années. La réglementation pour la ventilation, pour l'instant, elle date des années 80. Donc, c'est quelque chose qui va forcément évoluer très rapidement. Et on s'oriente aussi vers des approches performantielles, comme pour l'énergie, c'est-à-dire d'avoir des systèmes de ventilation qui vont peu consommer, mais qui vont permettre d'assurer une bonne qualité de l'air pour les différents usages que vous voyez ici. Donc, pas uniquement en termes de CO2, mais également en termes d'humidité, de production de formaldéhyde ou d'autres polluants. Alors, là, c'est encore un autre exemple de l'impact de l'occupant, en fait, ici. Donc là, on voit les barres bleues. C'est quelque chose qui a été produit par un modèle, donc un modèle aléatoire. Vous voyez, on tire au hasard une famille, un modèle qui existe, et ça nous donne aussi une répartition de consommation qui peut être énorme. Là-dedans, on a interrogé aussi l'occupant pour savoir où il s'y situe, donc il était à peu près au milieu. Mais quand on a fait les mesures, voilà, c'était quand même assez loin de ces prévisions. Donc là aussi, voilà, ça, comment dire, je pense que ça souligne l'impact aussi de l'utilisation réelle des bâtiments, l'utilisation réelle des différentes technologies qu'on peut proposer dans les bâtiments. Alors, ces graphes-là, c'est un graphe dont je pense qu'il est très, très important sur comment on peut valoriser la production délocalisée de l'énergie. Donc, effectivement, les bâtiments, maintenant, ils peuvent intégrer de plus en plus de production d'énergie, en particulier solaire, renouvelable, par exemple, par des panneaux photovoltaïques, éventuellement sur le solaire thermique aussi. Et quelque part, ce qui va être très important maintenant aussi, c'est de réfléchir quels sont les indicateurs de production qu'on veut utiliser. On a parlé d'autoconsommation, d'autoproduction, on parle des bâtiments à énergie positive, mais chacun de ces indicateurs est à la fois complexe et peut introduire des biais dans l'interprétation. Alors, pourquoi je dis ça? Voilà, ici, vous avez donc le petit graphe où on voit bien les pics journaliers, on voit la production photovoltaïque. En rouge, on voit la partie utilisation de l'énergie dans la maison et on voit donc les différents graphes les différentes parties qui se recoupent et qui ne vont pas être les mêmes, du coup, si on veut valoriser plutôt l'autoconsommation ou l'autoproduction. Donc, les barres qui sont sur la droite, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a une barre un peu vert clair en plein milieu de ce graphe. Et on voit que sur l'autoproduction, cette maison-là, elle est très mauvaise, mais par contre, elle est très, très forte en autoproduction. Donc ça, c'est des exemples des différentes maisons. Parce qu'une maison qui va avoir, par exemple, très peu de panneaux photovoltaïques, elle va pouvoir tout utiliser, mais elle va couvrir très peu ses besoins avec ça. Donc, tout ça pour dire que les réglementations, finalement, sur lesquelles on va travailler, en fait, d'accord, elles vont valoriser certains de ces comportements, certaines des installations et pas forcément les autres. Et typiquement, dès qu'il y a de l'inertie, dès qu'il y a des questions intermittences, donc typiquement sur les énergies renouvelables, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes. Alors, je vais passer à la suite. Alors, sur les maisons comme EPOS que je vous ai montré tout à l'heure, donc une des questions très importantes, c'est aussi justement cette énergie électrique qu'on produit, est-ce qu'on peut la stocker? Parce que souvent, on va la produire le jour et on va vouloir l'utiliser, par exemple, la nuit. Donc, est-ce qu'on peut mettre des batteries individuelles qui vont servir à améliorer cette utilisation locale de l'énergie électrique? Alors là, la majorité des maisons ont été connectées directement au réseau et celles qui étaient connectées au stockage, finalement, on s'est rendu compte qu'en pratique, les systèmes de stockage électrique individuels ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, c'est quelque chose probablement sur lequel il faut travailler plus à des plus grandes échelles, aux échelles des quartiers, pour essayer d'avoir un meilleur foisonnement, une meilleure utilisation finalement globale de l'énergie. Alors,
quelques exemples sur des sujets qui vont nous animer, je l'espère, dans les années futures. Donc là, vous avez des exemples plutôt à des grandes échelles, hein. Donc, les bâtiments sur la gauche, c'est un exemple où la production du PV est transformée en hydrogène et c'est l'hydrogène qui est stocké pour ensuite produire de l'énergie. Donc, ce n'est pas des batteries directement au lithium, c'est de l'hydrogène qui est utilisé ici. Sur la droite, c'est plutôt des choses qui ont été dites tout à l'heure avec le bâtiment, avec du photovoltaïque intégré au bâtiment, qui peut être couplé avec la mobilité et l'utilisation de la batterie du véhicule électrique, soit en stockage direct, soit il y a aussi, on a parlé de réemploi des matériaux de construction, on en parle aussi de plus en plus de réemploi des batteries automobiles avec une deuxième vie et stockage électrique dans les bâtiments ou dans les réseaux. Et, pardon. Alors, tout ça sur l'électricité, sur des technologies un peu innovantes, ne doit pas nous faire oublier le fait qu'il faut effectivement qu'on rénove les bâtiments. Donc, il y a encore un certain nombre de bâtiments anciens, hein, certains qu'on veut garder parce qu'ils ont aussi une valeur patrimoniale, mais il faut pouvoir les adapter à notre construction actuelle. Donc, il y a de plus en plus d'utilisation aussi des matériaux biosourcés, comme ça a été évoqué dans une des présentations précédentes. Et il y a aussi des réflexions qui existent actuellement pour essayer de quantifier les stockages carbone dans les bâtiments. Donc, de dire est-ce que ces matériaux utilisés dans les bâtiments peuvent aussi contribuer à notre stockage qu'on doit mettre en place d'ici 2050. Alors, je pourrais, voilà, moi j'aime beaucoup les matériaux biosourcés, mais je n'ai pas trop le temps de développer Non, ça il actuellement. faudrait que vous arriviez à la conclusion, effectivement. Voilà, exactement. Donc, je vais arriver très vite à la conclusion. Une première conclusion, c'est nécessité de vérification de ce qu'on met en place, en fait, hein. Donc, on a effectivement, par exemple, ici un exemple de ce qui a été prévu, ce qui a été mesuré. Donc, ça a l'air de très, très bien collé. Mais est-ce que c'est une compensation entre les erreurs ou est-ce que c'est vraiment tout ce qui a été correctement conçu? Donc, je pense que c'est aussi un des développements, c'est d'avoir des méthodes de diagnostic performantes. Les méthodes aussi, l'impact du bâtiment à l'échelle de la ville. Là, j'ai beaucoup parlé d'un bâtiment, mais le bâtiment en général n'est pas tout seul. Donc, il va aussi contribuer, par exemple, à l'effet des îlots de chaleur. Donc, comment on fait pour que dans les villes, l'impact du bâtiment soit correct, ne soit pas trop pénalisant. Derrière aussi, sur les réseaux. Donc là, c'est un schéma, par exemple, d'un réseau multi-énergie, mais qui est centralisé. C'est un des premiers réseaux multi-énergie qui a été mis en place en Danemark. Maintenant, les grandes questions, c'est aussi justement dans les smart grids, c'est tout ce que j'ai mis en rouge ici, c'est-à-dire des liens entre les différents consommateurs ou points finaux, et pas uniquement le passage par les centrales. Donc, c'est vraiment des questions de futur. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica, pour cette présentation très complète de la dimension énergétique du bâtiment.